Bonjour, on est ravi de présenter le travail d'Emanuele Fior, qui d'ailleurs s'inscrit parfaitement dans la ligne artistique de la galerie. D'ailleurs, ce n'est pas la première expo qu'on fait de Emanuele. Et l'occasion est la sortie du livre de Charles Dickens, Un chant de Noël. Et on a pris l'occasion pour présenter encore le travail d'Emanuele. D'ailleurs, on a fait un mur qui est dédié à la bande dessinée et donc son œuvre Hypericon. Et l'autre mur s'est consacré à des travaux différents. Et le mur central, surtout, on l'a dédié à un chant de Noël qui sort dans cette période. Et on l'a mis en valeur avec, voilà, en le présentant sur le mur central. Donc, on est vraiment ravis de présenter le travail d'Emanuele encore une fois à la galerie. Quand ils m'ont proposé d'illustrer plus qu'adapter le chant de Noël, ma première pensée est allée à Ebenezer Scrooge, c'est-à-dire ce personnage que j'ai connu quand j'étais enfant à travers Karl Barks, parce qu'il a fait la sublime adaptation en canard, et c'est Picsou. Et je trouve qu'il a vraiment pris... Enfin, c'est l'adaptation idéale, ce qu'il a fait. Il a pris un texte, il a transformé en bande dessinée, et il a élargi le public de Dickens, il a fait une déclinaison très élégante de cet univers-là. Et puis c'est vrai que le chant de Noël, il a eu un immense écho dans l'imaginaire disneyen, mais aussi dans plusieurs récits. Il y a des grands illustrateurs qui ont illustré ça, Rackham, je pense, le plus qui m'a marqué. Mais du coup, il fallait se libérer un peu de toute cette grande influence, et je me suis dit, ok, je vais le relire déjà, et je vais rien regarder de ce que je connais. Une seule chose, j'ai gardé à mes côtés, c'était la description de Londres de Gustave Doré, de l'époque, A Pilgrimage in London, où il décrivait un peu la révolution industrielle de l'époque à Londres. Et ça, je le gardais toujours à côté pour l'architecture, pour les vêtements. Il y a la description des gens pauvres, des gens riches. Et sinon, je me suis laissé guider par l'esprit du Noël du livre. Quand j'ai commencé à penser à comment reproduire graphiquement cette livre, cette histoire, j'ai démarré comme toujours avec un pensée sur la lumière. Et les lumières différentes qui sont les dominantes, je voudrais dire, de chaque chapitre parfois. Il y a dans Dickens une grande différence entre la lumière extérieure et la lumière intérieure. Intérieure de la maison qui est plus chaude, où même les pauvres ils retrouvent un peu de chaleur, non? Et ils font la fête. Et des autres passages, des autres moments où le lecteur plonge dans la lumière froide de l'extérieur, par exemple sur les toits de Londres où les fantômes reprennent vie, mais aussi il s'éloigne, il arrive jusqu'à cette phare où il y a des gens qui quand même fêtent le Noël à l'intérieur, alors qu'à l'extérieur c'est froid, il y a la pluie, il y a cette lumière très très froide. Du coup, encore ici, la juxtaposition entre la grande Londres, le St. Paul Cathedral, et les quartiers un peu plus pauvres, aussi la petite fenêtre allumée de Scrooge. C'est toute une manifestation de lumière, le récit de Dickens. Quand il y a les esprits et les fantômes qui apparaissent, ils apparaissent toujours sous forme de lumière. Ça, c'est le premier esprit de Noël qui est un enfant. Au moment final où Scrooge s'aventure dans l'ombre. Alors, il n'y a plus de lumière, il y a que cette espèce de presque épilogue tragique, sauf que Scrooge, à la fin, il change le cours des événements. Du coup, voilà, c'était pour moi le choix de prendre des dominantes
bleu, orange, vert, c'est assez clair, je pense, et de les rendre vraiment comme des notes musicales dominantes de certaines séquences. Et il y a des romans où on a plus de couleurs en même temps. Je pensais que pour ce roman-là, il fallait aller faire des passages d'une couleur vers l'autre couleur, comme ça. Comme une espèce de kaléidoscope qui se développe page après page. Hypericon, c'est une histoire qui mêle deux histoires à la fois. Il y a une vraie histoire, c'est l'histoire de Howard Carter, qui était un archéologue qui, il y a 100 ans, plus ou moins, il a découvert cette fabuleuse tombe de Toutankhamon. Et cette histoire, du coup, des années 20, mais qui plonge dans un passé très, très lointain, parce que cette porte de Toutankhamon a été fermée il y a 3500 ans. Et cette histoire se mêle avec une histoire un peu plus proche, dans les années 90 à Berlin, où il y a cette héroïne principale qui est en train de préparer une exposition justement sur les trésors de Carter. J'ai commencé cette histoire ici à Paris pendant une période assez singulière le confinement du Covid. Et il y avait une expo du trésor de Toutankhamon qui venait de se terminer à Parc de la Villette et qui m'avait fait penser à cette journal de Carter que j'avais lu dans la jeunesse. J'étais archéologue quand j'étais plus jeune et qui m'avait fasciné. Du coup, je l'ai relu et je me suis dit, là, il y a vraiment une grande qualité littéraire, il faudrait faire quelque chose avec, mais pas seulement raconter l'histoire, la croiser avec une autre histoire un peu plus personnelle. Moi, j'ai vécu à Berlin fin des années 90. Et toute cette histoire, Hypericon, c'est une espèce de jeu de miroir entre des choses qui semblent très très lointaines et qui finalement ne sont pas si lointaines que ça. Une des remarques que Carter fait à la fin de mon récit, c'est de dire ok, il y a de l'or partout, il y a du mystère sur ce territoire, sur la fin du pharaon, mais il y a des choses qui nous montrent, par exemple, une petite guirlande de fleurs sur la tête de la masque de Toutankhamon, qui nous font penser que finalement, il n'y a pas eu de grands changements dans l'âme humaine, non? Par exemple, comment on se sépare des gens qui vont au-delà, qui meurent. Et en même temps, les années 90 que j'essaie de représenter avec l'histoire de Ruben et Teresa, il me semblait très lointain, même si c'est presque l'autre jour pour moi. Il me semble toujours d'avoir encore 20 ans, d'être à Berlin. Et les années 90, quand on commence à les raconter, ils sont assez lointains. Quand je suis allé en 98 à Berlin, j'avais pas de portable, il n'y avait pas d'email. Il y avait aussi une pensée sur le futur qui était, si on la regarde maintenant, elle nous semble vraiment très naïf. Il n'y avait pas encore eu l'attaque aux Twin Towers. Du coup, voilà, il y a toujours une espèce de jeu sur la relativité du temps et comment nous, on perçoit le temps en tant qu'être humain. Le temps nous semble être quelque chose de, un bloc de béton, alors que, par exemple, pour les Égyptiens, on découvre qu'ils avaient une très différente façon d'imaginer le temps. Par exemple, ils imaginaient le futur, au lieu d'être en face de eux, c'est derrière, puisqu'ils ne le connaissaient pas. Et le passé, il était toujours devant. C'est exactement l'opposé de ce que nous imaginons quand nous disons « tu as toute la vie devant toi ». Ici, on a aussi quelque original de la vie devant soi. Ou laisse-toi le passé derrière toi. Hein. Du coup, même cette inversion de perception sur le temps, c'était très drôle à étudier, aussi à représenter avec ce livre. Il y a des atmosphères du coup très différentes. Évidemment, l'atmosphère très ensoleillée du Luxor, de la vallée des rois des années 20. Et à côté de ça, la Berlin grise, mais pas trop, des années 90, alors que le mur était tombé. Il y avait pas si longtemps que le mur était tombé, 9 ans. Mais c'était un gris où on pouvait trouver toujours là aussi de lumière, des locaux illégaux,
choses souterraines, exactement comme la cave de Toutankhamon. Le plus que je menais les deux histoires ensemble, le plus que je trouvais des analogies. L'âge, par exemple, de Toutankhamon, il est mort plus ou moins à 19 ans, que c'est l'âge de deux héros, Ruben et Teresa, ils ont plus ou moins la même âge. Disons que quand je commence à imaginer une bande dessinée, pour moi, le début, c'est toujours des images, plutôt qu'une histoire. Par exemple, là, j'avais très clair dans ma tête ces deux ambiances lumineuses, le désert, la ville. Ça, c'est déjà un bon point de départ, parce qu'il faut étudier, par exemple, la lumière du désert, et il faut étudier la lumière de la ville, ces ciels de Berlin qui sont tellement, comment dire, froids. Du coup, j'essaie de démarrer avec des dominants. Aussi parce que pour moi, la couleur, ce n'est jamais quelque chose à mettre après, genre colorer, je sais pas, les vestes, ou cette jaune de la métropolitaine. C'est de trouver un accord majeur pour la planche aussi, ou pour certaines planches. Vous voyez par exemple ici, non? C'est assez clair qu'il y a une espèce d'accord majeur, exactement comme la musique, concerto en sol majeur. Et de là, on peut trouver toutes les petites, comment dire, harmonies chromatiques qui vont avec. Il y a un discours intéressant aussi sur les gris. Par exemple, si on regarde cette planche-là, cette case-là, elle est plus ou moins elle est gris. Mais dans la peinture, le gris, il n'est jamais le blanc plus le noir. C'est souvent deux complémentaires ensemble. Là, on le voit un petit peu, c'est le bleu avec l'ocre. Le bleu avec l'ocre, si on le croise, si on met un peu de blanc, ça devient gris, mais ça devient toujours un gris qui est à la fois un peu plus chaud, à la fois un peu plus froid. Lorenzo Mattotti est un grand maître pour l'utilisation du gris. Et du coup, même dans des ambiances comme ça, on peut retrouver un peu de chaleur, un peu de froideur à la fois. Et voilà, là aussi, en parlant de dominant, là, il y a cette rouge un peu qui est aussi met en alerte. La couleur n'est jamais quelque chose de décoratif, la couleur amène une histoire avec soi. Et comme la couleur est encore plus immédiate que le dessin, je dirais, d'abord il y a la couleur, après il y a le dessin, après il y a la lecture, mais la couleur, il nous plonge tout de suite. Ça, c'est la grande différence des livres, des romans, des bandes dessinées. On ouvre une bande dessinée, on est déjà dedans. Et nous pouvons déjà dire, ok, j'aime ça ou j'aime pas. Le roman, il faut le lire. Du coup, j'essaie vraiment d'utiliser beaucoup cette qualité. Et après, la manque de couleur et la manque de lumière, c'est l'obscurité. C'est un thème aussi très intéressant parce que dans l'obscurité, il y a toujours des détails qui ressortent. Des lumières artificielles, des lumières naturelles, des choses qui sont pas réalistiques du tout. Par exemple, là, c'est comme les visages, ils ont une lumière en soi. C'est la qualité des métaux, de l'or, de ressembler comme une source de lumière. Du coup, voilà, tout ça, c'est des choses qui vont avec l'histoire, je dirais. L'histoire vient toujours après. Avant, c'est ce qu'on voit. Disons que la bande dessinée est composée par des choses assez simples. Moi, je dis trois choses, le dessin, le texte et le rythme, il me semble. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas de son, bande originale, rien. Du coup, toute l'élégance et l'intelligence dans la bande dessinée, c'est un mélange de ces trois choses. Les rythmes, c'est la chose que à chaque fois, on garde toujours un peu comme ça, on oublie un petit peu, mais c'est, comme la batterie dans la musique. Et c'est très important pour la construction d'une scène et aussi pour la construction d'une narration. Par exemple, ça, c'est une chose que j'ai appris à faire encore quand je faisais mes premières bandes dessinées aussi dans 5000 km par seconde. Montrer, et qui faisait très bien, par exemple, Guido Crepax, se concentrer pas seulement sur les visages, sur les choses que les gens disent, mais sur les choses que les gens font
même sans se rendre compte. Par exemple, tenir un bout de papier d'une certaine façon, choisir une paire de chaussures, avoir les pieds droits ou avoir les pieds qui ne trouvent pas une bonne position. Tous ces petits détails me disent beaucoup d'un personnage. Par exemple, ici, d'une fille qui est en train de donner sa grande performance, je ne sais pas, le moment où elle doit faire son discours. Et tout cet équilibre, disons, qu'elle essaie de garder pendant toute cette scène, qui vient finalement de collapser dans l'autre scène, quand il relâche peut-être la tension, et la caméra commence à bousculer. Et du coup, il n'y a pas un horizontal, il n'y a pas un vertical, il y a un moment d'évanouissement, une grande crise aussi. Dans ce passage pour l'héroïne principale. Du coup, voilà, c'est des moyens très simples. Le cadrage, le blow-up, le tourner légèrement la caméra, mais qui disent beaucoup de choses, beaucoup plus que les choses qu'on peut écrire. Là, en plus, il y a un petit jeu entre le journal de Carter qui dit on est dans un moment critique des fouilles, on ne peut pas lâcher l'attention à ce moment-là, on doit se concentrer, et elle qui, au contraire, collapse. Du coup, là aussi, il y a, comment dire, deux rails narratifs, c'est le rail graphique et le rail du texte qui font une espèce d'interférence. Ça aussi, c'est très simple à faire avec la bande dessinée. C'est plus difficile à le faire avec le cinéma et c'est très difficile à faire avec la littérature. Mais avec la bande dessinée, c'est assez simple, cette espèce de monologue intérieur. Je l'avais bien étudié autant quand j'ai adapté Mademoiselle Else. Et voilà, c'est un petit exemple de comment on peut tourner quelques vis et faire les choses ainsi que les choses deviennent fascinantes.